bonsoir, bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Antoine. Salut Alex. J'espère que tu vas bien. Bah très bien et toi? Et j'espère que vous allez bien. On embarque tout de suite dans le train des nouveautés ludiques et on commence tout de suite avec Dis-moi. Dis-moi, il y a deux petites versions ici. Alors je vais pas préciser les auteurs parce que je l'ai pas vu sur la boîte, mais dis-moi, c'est juste à côté de Totem. Pourquoi? Parce que c'est un peu dans le même style. En fait, on va avoir des cartes de questions et au début du tour, en fait, vous allez piocher une carte, vous allez poser la question au joueur de votre gauche. Alors il y a différentes catégories de questions posées. Vous avez des connexions, crunch, authentique et hors piste. Et en fait, ça va amener autour de la table des sortes de suggestions, un peu de rire, un peu de partage en fait. Donc c'est vraiment pour amener la bonne ambiance autour de la table. C'est tout l'inverse, si vous voulez, d'un jeu un peu, comment on peut appeler ça, un peu de bluff ou un peu de fourberie. C'est vraiment juste pour installer une bonne ambiance. Donc vous l'avez ici pour jouer à partir de 2 ou aussi en groupe. On peut se poser des questions entre amis surtout. Et là vous avez une édition aussi de couple. Donc si vous voulez poser des questions entre couples, pour briser un peu la glace comme on dit, entre les couples, ça peut aussi marcher. Donc dis-moi entre amis. Et dis-moi, pour les couples, c'est disponible à la boutique pour la bonne ambiance. Et on change complètement d'ambiance. Là, on va aller taper du bourgeois parce qu'on est vénère. On est des jeunes ici. Ah bah oui, on est des jeunes révolutionnaires. Un jeu sponsorisé très fortement par Renault Séchant, je pense. C'est les Apaches de Paris. Les Apaches de Paris, c'est la réédition de The Boss. C'est un jeu de Alain Ollier et de Tony Rochon. Et c'est un jeu fabriqué en France. C'est les éditions Les Tontons Joueurs. Alors ici, en fait... Pour ceux qui connaissent The Boss de base c'était un jeu de cartes. Ici maintenant avec de la majorité. Ici maintenant on a un plateau, c'est beaucoup plus élaboré, on a les pions, c'est visuellement beaucoup plus parlant. On va avoir des règles qui sont formées un peu sous forme de journal. Et ici dans le jeu en fait, vous allez avoir des jetons que vous allez poser dans les différentes catégories ici qu'on voit dans les différents quartiers de Paris. Sauf qu'au préalable on en a retiré un et en fait c'est un bonus que vous allez avoir si vous êtes majoritaire à la fin de la partie. Donc au début de la partie on va chacun récupérer des jetons autre celui qu'on a retiré pour savoir qu'est-ce qu'on va gagner à la fin de la partie. Chaque joueur en aura récupéré plusieurs devant lui, et à votre tour de jeu, vous allez pouvoir vous placer avec vos différents bonhommes dans différents quartiers. Il faut savoir que vous ne pouvez jamais vous placer à égalité avec un autre joueur présent dans le même quartier. Vous allez devoir forcément vous placer en infériorité ou en supériorité. Et en plus de ça, vous allez devoir placer un jeton que vous avez récupéré au préalable dans la mise en place. Ça c'est important parce qu'en fait ça donne des informations. Alors plus ou moins intéressantes ou pas, c'est ça tout l'intérêt du jeu, c'est qu'il y aura une part de bluff. Et la partie de majorité en fait va arriver à la fin de la partie lorsqu'on aura tout placé nos pions. On va regarder qui est majoritaire dans le quartier et on récupère en fait le bonus qu'on avait retiré au début de la partie dans la mise en place et c'est ce bonus là qu'on gagne. Donc parfois le bonus il n'est pas intéressant mais comme l'information elle est partielle et que vous l'avez au fur et à mesure de la partie, et bien c'est ça qui est intéressant, c'est que vous aurez un jeu à la fois de majorité, de stratégie et un peu de bluff. C'est un bon jeu je pense pour tous ceux qui n'ont pas trop l'habitude justement des jeux de société et comme c'est fabriqué en France, bah c'est cool, on est content d'avoir les Apaches de Paris, un bon jeu français bien de chez nous, c'est très cool. Voilà, donc ça c'était pour les Apaches de Paris. On va enchaîner maintenant avec, donc on l'avait déjà présenté la semaine dernière, mais c'est Shards of Infinity l'extension. On en avait parlé, on avait dit qu'on devait le recevoir, on n'avait pas tout reçu, il y avait eu un problème dans les livraisons. On remercie encore une fois Johan de chez Yellow d'avoir carburé là-dessus parce que sinon on les aurait jamais eu. Ça et un autre jeu qu'on a reçu et qu'on vous en parlera juste après. Shards of Infinity, l'extension, en fait, bah déjà c'est une extension donc il vous faut le jeu de base, et c'est une extension qui permet de rajouter de l'asymétrie. Dans Shards of Infinity, en fait, à chaque fois on joue un personnage, dans le jeu de base il n'y a pas trop d'intérêt à jouer tel ou tel personnage, mais dans Shards of Infinity, si vous avez tel leader, bah du coup vous aurez des cartes qui vont jouer avec ce leader-là précisément, des effets en fait qui vont s'enclencher si vous avez tel ou tel leader dans votre camp. Donc c'est hyper intéressant, et en plus de ça, on voit qu'on a un mode solo qui est maintenant disponible dans cette extension. Voilà, donc on l'avait déjà présenté, ou du moins Thomas aurait aimé le présenter, il n'était malheureusement pas là. Mais maintenant il est arrivé, il est dispo à la boutique. Super. On va enchaîner maintenant avec un super jeu super cute qui est Happy City. Jeu cute égale moi. Salut Alice. Salut Antoine, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va nickel. Alors, je fais des petites apparitions exprès pour les jeux jolis et mignons. On va comprendre au fur et à mesure du temps. C'est pour moi. Alors, Happy City, la ville du bonheur. Voilà, c'est vraiment très mignon, le titre, tout. Vraiment, vous allez voir, l'ambiance est très raccord. C'est un jeu assez simple à prendre en main, très satisfaisant et qui s'enchaîne vite. C'est 30 minutes de partie pour 2 à 5 joueurs. Alors les auteurs c'est Airu et Toshiki Sato. Voilà, donc c'est japonais et en même temps c'est très kawaii. On va construire notre ville, chacun de notre côté. Le but du jeu est d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie. Les points de victoire sont gagnés en alliant plein de populations avec plein de bonheur. Voilà. Et la ville du bonheur. Alors, on a plusieurs modes de jeu, donc c'est hyper adaptable en fonction de la difficulté que vous voulez avoir. On va tous commencer avec un Happy Market.
Donc on peut avoir un Happy Market blanc, chacun l'aura de la même manière, ou chacun va avoir un Happy Market d'une couleur différente, ça va déjà créer de la symétrie. Voilà, déjà c'est à votre choix. Vous allez acquérir des bâtiments pour peupler votre ville et voilà, la rendre cool. Et pour ça, vous allez avoir de l'argent pour acheter les bâtiments qui vont être au milieu du plateau. Alors, pour commencer, à votre tour, vous allez pouvoir piocher 3 cartes parmi ces 3 tas qui sont ici. Alors, on va pouvoir voir que les bâtiments qui vont se trouver dans ce tas vont coûter de 1 pièce à 3 pièces. C'est les moins chers. Et ça, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous allez voir les différentes couleurs qu'il existe dans le jeu. Donc voilà, vous allez avoir des bâtiments orange, violet, bleu, jaune et vert. Et en fait, la taille du bâtiment va vous dire la proportionnalité de cette couleur-là qu'il y a dans ce paquet-là. Là, on sait qu'il y a beaucoup de jaune et on le voit pas très bien, mais il y a un tout petit vert à côté. Là. Je vais essayer de zoomer, de faire le point. Bon, on le voit un petit peu. Voilà, donc vous savez ça. Ensuite, vous allez avoir le paquet ici qui coûte de 4 à 5 pièces, les bâtiments dedans, avec pareil les probas. Et le dernier qui, lui, est le plus cher, ça va de 6 à 9 pièces. Donc, à votre tour, vous avez le droit de piocher jusqu'à 3 cartes de n'importe quel paquet, ou en tout cas, plutôt, il faut que sur le plateau, il y ait 3 cartes. Donc, le premier joueur va pouvoir en afficher 3 de là où il veut. Voilà. Et là, maintenant, il a le droit d'acheter un des bâtiments, le prix est marqué là-haut. Alors qu'est-ce qu'on a? Pâtisserie, le palace, la parfumerie, ok. C'est très mignon, n'est-ce pas? Donc là, vous allez dépenser votre petite pièce et vous allez prendre le bâtiment qui va dans votre ville. On ne peut accueillir que 10 bâtiments maximum dans sa ville et c'est d'ailleurs ce qui déclenche la fin de partie. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi, par exemple, passer votre tour. Vous ne prenez rien, mais vous gagnez une petite pièce en plus. Okay. Voilà. Le prochain joueur, lui, il aura le droit de défausser une carte avant d'en révéler des nouvelles. C'est vachement cool parce que ça peut supprimer des cartes soit qui bloquaient un peu tout le monde, soit qui intéressaient les autres. Bah oui, on peut s'embêter un petit peu. Bah oui, c'est mignon mais quand même. Et après du coup, comme vous ne pouvez afficher que 3 cartes sur le plateau, si vous en enlevez une, vous pourrez en afficher une de plus. Ok. Voilà. Évidemment. Voilà, ça c'est vraiment le jeu de base. Une fois que tout le monde a fait un tour, on va faire les comment on dit, la phase de revenus. Voilà, parce que vous allez gagner des pièces à un moment, il faut les pièces. Par exemple, on voit ici que la petite parfumerie elle rapporte pas de bonheur ou de population, mais 2 pièces de revenus. Voilà, ici par contre le musée rapporte pas de thunes mais rapporte 2 de bonheur. Intéressant. L'hôpital 2 personnes, etc., etc. Donc vous récupérez vos pièces, tout le monde en même temps, et on refait un tour, etc., etc. Dernier truc, c'est ces bâtiments spéciaux. Voilà, on en a en haut du plateau, on en a différents. Il y en a qui sont juste avec ceci. Voilà, qui se gagnent avec des conditions, vous voyez, par exemple avoir 2 bâtiments bleus, un orange, etc. Et qui vont pas vous apporter de pouvoir, mais juste des points. Et par contre, vous en avez qui vont vous apporter des petits pouvoirs. Voilà, si vous n'avez aucune carte verte, vous allez gagner des bonhommes. D'accord, avec des conditions en plus de ça. Voilà, c'est ça. On comprendra pas n'importe quel bâtiment, évidemment. Voilà, il y en a plein des très mignons. Et je vous ai montré tout à l'heure un petit goodies qui est la boutique de jeux de société. Voilà, on en a quelques-uns à distribuer quand vous achetez. C'est vous gagnez la partie dès que vous avez réussi à avoir ce bâtiment. Bien voilà, sûr, parce que la boutique de jeux de société c'est beaucoup trop puissant. Exactement. Voilà, je vous redis en détail comment on calcule les points. Juste, c'est que vous multipliez vos nombres de cœurs par le nombre de monsieur dans votre ville. Ok, voilà. Super. Voilà, ça c'était Happy City. Très très mignon. Et on enchaîne sur... Mais oui, on l'attendait, il est là. On l'a reçu, enfin. J'y ai collé ma tête direct. Le Codenames Disney, je vous en avais parlé un peu la semaine dernière en pleurant. Voilà. Eh bien, c'est le Codenames qu'on connaît tous, un jeu d'équipe et de devinettes et de déduction. Voilà. On va avoir une grille au milieu qui peut se composer soit d'images de Disney et Pixar, soit de mots qui sont de l'autre côté, recto verso. Vous pouvez même, si vous voulez, mélanger les deux, faire une image, un mot, une image, un mot. On a essayé, c'était vraiment très bien comme ça. C'est très très cool, c'est plus dur mais c'est trop bien. Vous avez aussi 2 modes de jeu, vous pouvez faire une grille de 4 par 4 ou de 5 par 5. Sinon c'est vraiment le Codenames classique, hein. Vous avez cette grille, les maîtres détectives vont donner un mot et un chiffre pour faire deviner un certain nombre de cartes au milieu. Et en gros c'est la première équipe qui arrive à faire deviner toutes ces cartes à ses joueurs à gagner. Voilà, en fait on retrouve vraiment le Codenames. Mais
c'est plus dur que ce qu'on croit. Vraiment, c'est hyper intéressant. Hein, le fait de pouvoir mixer les mots et les images. Ça, c'est très intéressant. Faudrait même le faire avec les codenames classiques. Hein. Oui, ça peut être une super variante si on possède les deux boîtes. Voilà, Effectivement. le image et le codenames classique, vraiment, on vous le conseille. Voilà, codenames Disney, c'est une petite merveille. Voilà. Super. Ciao. Merci Alice. Ciao. Que se passe-t-il? Ah, salut. Je faisais un Pokéroll. Mais c'est une excellente idée de faire un Pokéroll. Tout à fait. Est-ce que tu peux me le réexpliquer s'il te plaît, Ah bah je vais te le réexpliquer avec grand plaisir. Ah, Donc cool. Pokéroll que je vous avais déjà expliqué dans la vidéo des 3000 abonnés pour ceux qui l'ont vu. Mais ceux qui l'ont pas vu c'est pas grave puisque je vais re-expliquer. On l'avait eu un petit peu en exclusivité grâce à Schmitt. Merci Schmitt. Donc comment ça fonctionne? Eh bien Pokéroll c'est un jeu dans lequel on va faire des points. Qu'avons-nous pour faire des points? Donc on a tous notre petit plateau individuel comme ceci sur lequel on va faire des petites croix. Vous allez voir que bien c'est des points qu'on avait à faire évidemment. Ce petit plateau, enfin cette petite ardoise individuelle est double face puisqu'il y a un mode de jeu avancé. Je la retourne si tu veux. Voilà, mais on y reviendra plus tard. On va faire l'explication avec le mode de jeu de base. Qu'est-ce qu'on a en plus de ça? Eh bien chaque joueur va avoir des dés à sa couleur, un gobelet comme ceci troué qui est très pratique pour aller voir ce qu'il y a dedans. Hop là. Et puis il va y avoir les dés centraux. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va jouer un certain nombre de manches et puis à chaque manche on va pouvoir faire des points. Donc ces points là ils vont nous permettre d'aller cocher comme je vous l'indiquais des choses sur mon ardoise. Dès qu'un joueur aura coché une ligne entière, on finira le tour et ce sera la fin de la partie. On ira compter nos points. Alors comment fonctionne chacune des manches? Eh bien chacune des manches est divisée en 3 tours. Au premier tour, que va-t-il se passer? On va jeter les 3 dés. Hop là, au début il n'y en a que 3 comme ceci. On va mettre les dés dans notre gobelet comme ceci. Et puis là je vais aller regarder ce que j'ai dedans et puis je vais regarder la combinaison que j'ai et on va regarder sur l'ardoise vers le bas. J'ai les combinaisons les moins intéressantes comme la paire par exemple, et plus on va monter plus c'est des combinaisons intéressantes qui font des points. On voit qu'il y a des multiplicateurs ici à droite. On retrouve en fait les combinaisons de poker en fait. Voilà, c'est des combinaisons de poker tout à fait. Donc un mélange de poker, de jeux de dés, de yams un petit peu, c'est très agréable. Donc ça c'est le premier tour. Exactement. Que va-t-il se passer? Eh bien soit je décide de sortir maintenant, je dévoile mes dés. Et puis selon la combinaison que je vais faire, je vais les cocher. Donc là par exemple il y a un 6 et un 6, hop là. Je pourrais faire une paire. Et puis comme j'ai été sage, j'ai joué la sécurité, je suis sorti au premier tour. On voit qu'il y a abandon au premier tour ici indiqué. J'espère que c'est pas trop flou. Clac, en tout cas je vous dis c'est abandon au premier tour. On fait une petite croix et c'est un point supplémentaire. Ou alors, plutôt que tout dévoiler, je peux décider d'aller un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'au deuxième tour, il va y avoir un dé supplémentaire. Donc je pourrais faire une meilleure combinaison. Les autres joueurs aussi évidemment. Donc là ceux qui ne sont pas sortis au premier tour eh bien, peuvent à nouveau soit sortir avec une meilleure combinaison peut-être, mais là ils n'auront pas le petit point supplémentaire du premier tour, ou alors dire bah non moi je vais aller au troisième et dernier tour. Dernier dé, hop, donc là on pourra faire vraiment probablement une bien meilleure combinaison. Là évidemment tous ceux qui sont encore en jeu sont obligés de dévoiler leur dé, et là on va regarder qui a la meilleure combinaison, parce que ce sera le joueur ou la joueuse qui a la meilleure combinaison qui va marquer ses points. Les autres ne marqueront rien du tout. Il faut être sûr d'avoir une super combinaison. Et en plus de ça, eh bien, si je suis la seule personne à avoir marqué mes points, je vais cocher dans la ligne supérieure ici, troisième tour remporté, clac, et je vais gagner autant de points qu'il y a de joueurs en plus des points de ma combinaison. On voit ici que c'est croissant sur le multiplicateur. En fait, plus la combinaison est intéressante, plus du coup le nombre de points est fort. Alors, pour l'avoir pas mal joué, on y a joué ensemble, ça marche super bien, les règles sont très simples. Il y a vraiment ce frisson de est-ce que je m'arrête maintenant et je sécurise mes points, ou est-ce que je continue au risque de tout perdre, et ça évidemment ça marche très bien ce genre de mécanique. Et puis une fois qu'on maîtrise bien le jeu, donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a le mode avancé qui est super intéressant, et on va jouer avec un dé supplémentaire. Qui est juste là. Et alors là, c'est ma grande peine parce que toi tu nous l'as fait tester avec la version allemande et il y avait la grosse Strasse. C'est vrai. La grande suite. Il n'y a plus la grosse Strasse, c'est une version française désormais, on va devoir... Tant pis, on jouera avec la version française, on fera avec. Je continuerai à dire grosse Strasse. Oui, et de même. J'aimais bien avoir la grosse Strasse. Ça c'était fait pour Pokéroll. Ouais, très sympa Pokéroll. On va enchaîner sur les jeux aussi très dynamiques. Dis-moi, c'est par où? Ici, le Graal. Ok. Enfin, j'ai trouvé le Graal. Bien. Le Graal, c'est un jeu de Aurélien Philippi et de Johan Bacheret, et c'est illustré par l'auteur aussi, l'un des deux auteurs, Aurélien Philippi. Alors ici, les illustrations sont magnifiques, on est sur un thème arthurien. C'est vrai que c'est joli. La mécanique, elle va pas être forcément très folle, mais c'est ça l'avantage, c'est que du coup, c'est beaucoup plus accessible. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous y jouez, vous allez vous rendre compte que ça fait beaucoup penser à un grand classique du jeu de société, qui est le Uno. C'est exactement le même principe, vous allez avoir une carte de départ que vous allez mettre au centre de la table ici, et les cartes ici vous indiquent
Donc les différents effets, si c'est des cartes de pouvoir, un peu comme au Uno, quand vous avez des +2, piocher des cartes, rejouer, changer de sens, etc. Là, les pouvoirs ont été légèrement changés. Mais ici, vous avez du coup la couleur qui est indiquée, donc rouge. Et ici, le pouvoir de la carte. Il se trouve que là, Merlin, il pioche des cartes chez quelqu'un. C'est quelqu'un de très malin. On va avoir, du coup, au début de la partie, une main, comme au Uno, en fait, avec différentes cartes. Et à mon tour, je peux jouer une carte qui correspond toujours au symbole ou à la couleur. Donc là, je peux jouer ça, par exemple. C'est une couleur rouge qui est demandée. Et du coup, maintenant, pareil, il y aura la couleur rouge qui sera demandée. Ou ce symbole-là. Donc un joueur, après, pourrait jouer ceci, par exemple, puisque c'est le même symbole. On va avoir, du coup, la possibilité de jouer des attaques. Et ça, c'est le même principe que dans le Uno aussi. Quand vous allez jouer ça, là, par exemple, vous allez pouvoir rejouer. Ça, c'est une action classique bonus. Mais quand c'est des attaques, un joueur peut contre-attaquer. Les attaques sont définies par les épées ici. On va avoir d'autres cartes ici dans le paquet qui permettent de contre-attaquer. À chaque fois qu'il y a une épée ici, vous pouvez contre-attaquer à chaque fois. Il faut toujours respecter les règles de pause, évidemment, comme précisé. Autre particularité, c'est qu'en fait, au début de la partie, vous allez commencer avec l'un des personnages légendaires, évidemment, de la légende arthurienne. Ici, donc on a Viviane, Hélène, Tristan, Lancelot, Iseut, Arthur, génial, Guenièvre, excellent. Donc on va avoir ces personnages-là qui ont des compétences particulières qu'on peut utiliser. Et en plus de ça, à chaque manche, il y en aura en tour 3, vous allez avoir une carte qui sera mise aux enchères et que le vainqueur en fait de la manche va pouvoir remporter. Et chaque petite carte vous donne une capacité spéciale que vous allez pouvoir utiliser pendant la manche. Il est aussi à noter que pour gagner instantanément la partie, si la dernière carte que vous jouez est le Graal, que je vais essayer de trouver, voilà. Si la dernière carte que vous jouez, un peu comme au Uno, quand vous avez plus qu'une carte, vous êtes obligé de dire Uno, et s'il y a contre Uno, vous piochez. Et là, vous avez une carte. Si vous terminez par le Graal, vous gagnez instantanément la partie. D'accord. Voilà, ça c'est la petite particularité du coup de Graal. Si vous cherchez un jeu, vous n'avez pas envie de trop lire les règles, mais que vous avez envie d'avoir un jeu beaucoup plus, je dirais, stimulant qu'un simple Uno, partez sur le Graal parce que les illustrations sont magnifiques, le thème est très bien porté. C'est vrai que c'est beau. Donc foncez sur le Graal si vous cherchez un Uno, mais beaucoup plus amélioré, parce que j'aimerais pas le rabaisser à ça. Le Uno c'est très sympathique, mais là je trouve que le thème il rend un peu plus le classique du jeu de société plus en valeur, on va dire. Super. Voilà, donc ça c'était pour Graal, super illustrations d'ailleurs au passage. Un jeu pour 3 à 5 joueurs. On va enchaîner sur autre chose, c'est de la baston, là pour le coup. La bagarre. Et je suis fier de vous présenter Spartacus parce que j'ai des souvenirs mémorables de Spartacus. C'est un petit coucou d'ailleurs à JB du coup qui travaille à C'est le jeu, qui m'a fait découvrir du coup la première version de Spartacus qui était en fait inspirée de la série. Donc là pareil, ça reste inspiré de la série. C'est juste qu'à l'époque c'était des photos en fait de la série qui étaient placées ici. Là ils ont retravaillé les illustrations et légèrement le jeu, j'ai l'impression, parce que je me souviens pas que c'était positionné comme ça. Mais c'est peut-être mes souvenirs qui sont un peu flous. Ici Spartacus, c'est un jeu pour 3 à 4 joueurs. Ils mettent environ 2 heures les parties, si ce n'est plus, effectivement, parce que dans Spartacus, les parties peuvent durer 3 à 4 heures. J'ai de très très bons souvenirs. C'est un jeu où en fait on va jouer une maison, donc un dominus, comme ils appellent ça, où ici on va avoir du coup le plateau. À droite vous aurez vos richesses. La main de départ, entre guillemets, c'est entre autres des esclaves et des gladiateurs, évidemment, dans Spartacus. On va pas élever des poneys ici dans Spartacus. Vous allez faire plutôt parler les lames et le sang. Et vous allez avoir ici au-dessus la piste d'influence qui va aller jusqu'à 12. Et lorsqu'un joueur atteint 12, alors en général dans les parties classiques c'est plutôt je crois 8 ou 6, enfin c'est à vous de gérer le temps de jeu. Si vous fixez 12 qui est une partie plutôt longue, dès qu'un joueur arrive à 12 points d'influence, il a gagné la partie. Le jeu globalement il n'est pas très compliqué parce que vous allez avoir un jeu qui est divisé en 4 phases. La première phase, c'est la phase d'entretien. C'est là en fait vous allez regarder le nombre d'esclaves que vous avez et combien d'argent ils vous le rapportent, et le nombre de gladiateurs que vous avez et combien ils vous coûtent, parce que les gladiateurs forcément il va falloir les envoyer au combat, mais ça c'est la dernière phase qui est vraiment l'une des meilleures. Mais forcément pour avoir de l'argent il faut des esclaves, et cet argent-là, il est canalisé par les gladiateurs. Les différents esclaves et les gladiateurs ont des catégories, enfin ont des caractéristiques qui sont représentées par des dés. Les dés rouges c'est l'attaque, les dés noirs c'est la défense, et le bleu c'est l'initiative, mais j'y reviendrai à la dernière phase, c'est pour le combat entre autres. La deuxième phase, ça va être la phase qu'ils appellent d'intrigue, c'est là où on joue le côté un peu, pas sadique du jeu, mais un peu fourbe. En fait, on joue des cartes qui permettent de voler de l'argent, de voler des points de prestige, d'en faire perdre. Ouais, c'est le côté un peu fun du jeu là, c'est vraiment le moment où justement... Et c'est ça que j'adore dans Spartacus, c'est que les cartes que vous voulez jouer pour des intrigues et pour piéger les autres joueurs, c'est qu'en fait, ça vous demande d'avoir un minimum de points d'influence. Donc parfois vous avez une carte qui vous demande 6 d'influence et vous n'avez que 3. Mais c'est pas grave parce que vous pouvez demander à un joueur qui va devenir momentanément votre allié et vous allez dire est-ce que tu peux me donner entre guillemets tes points d'influence, on va combiner ensemble notre influence pour que je puisse jouer ma carte et cibler Michel qui lui a 8 points d'influence et t'as vu tout l'argent qu'il a, on va lui faire perdre du fric ensemble. Et c'est là en fait il y a des petites alliances qui sont pas
durable en général dans Spartacus. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois on joue des cartes de complot qu'on peut jouer tout seul, mais parfois on a besoin de quelqu'un pour pouvoir les jouer, pour pouvoir embêter quelqu'un. Alliance et trahison. Voilà, exactement. Ça c'est la phase trahison, c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est la phase de marché, c'est là où l'argent que vous avez gagné dans les tours précédents va être utilisé pour acheter des esclaves qui vous rapportent de l'argent et parfois ont des capacités spéciales, des gladiateurs, ou bien pour devenir l'hôte. L'hôte, vous voyez, c'est ce petit jeton qui est là. Et l'hôte, c'est un peu le gars qui décide, voilà, c'est le gars qui pèse dans le game, entre guillemets. Et c'est important d'être l'hôte, pourquoi ? Parce que déjà ça a été mis aux enchères et ça peut coûter beaucoup. C'est important d'être l'hôte parce qu'à la quatrième phase, la dernière, c'est là où en fait, l'hôte va choisir n'importe quel joueur ainsi qu'un autre joueur, donc il peut très bien se choisir lui avec un autre joueur. Il désigne 2 joueurs de son choix, et chacun des 2 joueurs va devoir envoyer un de ses gladiateurs, ou un de ses combattants. S'il n'en a pas, il envoie un esclave, tant pis, il va se faire charcuter, mais c'est la vie. Et donc chacun des joueurs envoie son gladiateur dans l'arène, et c'est là que les paris vont flamber. Okay. Et c'est là la meilleure sensation de jeu que vous allez avoir dans Spartacus, parce qu'ici vous voyez, à côté de l'arène, vous avez des paris disponibles. En fait, les joueurs ici ont misé de l'argent, ils ont mis des petits jetons de leur maison dessus pour indiquer combien ils ont misé, et en fait ici vous avez des paris classiques sur la première et la deuxième case qui sont la victoire pour le premier gladiateur, c'est-à-dire le joueur qui est défini comme le premier, et ici la victoire pour le deuxième. Donc là déjà vous misez sur quel gladiateur risque de remporter la partie, du moins le combat. L'autre mise qui rapporte beaucoup plus parce que c'est 2 contre 1, c'est-à-dire que du coup vous doublez vos gains si vous remportez, c'est s'il y a des blessures. Les blessures c'est pendant le combat, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais je vous expliquerai un peu comment on peut avoir des blessures. Notamment lors de la phase d'entretien, c'est là où vous pouvez soigner vos gladiateurs. Et ici on peut faire des paris, c'est les décapitations. Bah oui, évidemment. L'idée c'est quoi ? C'est qu'en fait les 2 joueurs vont s'affronter. Donc là c'est la phase où on entend la foule crier, les joueurs sont là, ouais vas-y tue-le, vas-y blesse-le, vas-y fais des décapitations, c'est vraiment la grosse folie. Et c'est là où il y a ce côté plus jeu d'ambiance qui va se générer. Et donc les joueurs vont jeter leurs dés, et en fonction de l'initiative qui a été lancée, le joueur va se déplacer en premier, celui qui a fait la plus grosse valeur, et ensuite s'ils sont adjacents, ils peuvent lancer des combats. Et c'est là où vous lancez les dés rouges, vous comparez les dés noirs de la défense, et quand il y a des blessures en fait, c'est-à-dire quand la valeur du dé d'attaque est supérieure à la défense, du coup vous enlevez des dés du joueur, et c'est le joueur qui choisit quel dé il va perdre. Et c'est là où il y a les dilemmes, parce que parfois vous dites je vais perdre un dé, mais j'ai pas envie de perdre de l'initiative parce que sinon je peux pas forcément contrer ses attaques. Pareil pour la défense, quand vous avez une attaque faible et que vous prenez une blessure, vous n'avez pas envie d'enlever vos dés d'attaque parce que c'est la seule manière de toucher l'adversaire. Et une décapitation, c'est quand vous arrivez en un seul coup, en général c'est quand un joueur n'a plus que 3 dés devant lui, à virer tous ses dés. Et donc dès que vous virez 3 dés que le joueur n'en a plus, décapitation. Et si vous avez misé un pactole sur la décapitation, ah ouais, là c'est vraiment le sang qui gicle, et vous riez à ceux qui ont misé sur des blessures alors qu'il n'y en a pas, et vous récupérez tout le pactole quand vous avez misé sur décapitation. Super jeu d'ambiance, assez velu en termes de règles, même si au final ça se prend assez bien en main. Il faut, je pense, commencer une partie pour arriver jusqu'à, je dirais, 8 d'influence pour une partie bien de 2 heures, et une fois que vous maîtrisez bien le jeu, foncez à 12 d'influence. C'est vraiment un jeu avec plein de rebondissements, une super ambiance quand il y a des jeux dans l'arène. Excellent, je suis vraiment content que Spartacus revienne parce que moi c'est vraiment un jeu que j'adorais. Excellent. Donc voilà, Spartacus, ça donne très envie. C'est super bon. 3-4 joueurs pour des parties d'environ 3 heures, 4 heures, si c'était toute une soirée. Ok. Ça c'était Spartacus. Et on va faire un petit retour en stock parce qu'on vous en a parlé dans la vidéo normalement lundi. Si vous avez vu l'annonce sur la chaîne YouTube, le top 5. Il y a effectivement le top 7 qui était arrivé, qui est arrivé lundi. C'était le top 7 des ventes du mois d'avril. Exactement. Et du coup, maintenant, on a des petites icônes ici qui vous indiquent que c'est le top 5. Et effectivement, Everdell, on vous l'a présenté avec notre boîte de démo. Mais là, maintenant, Everdell, il est de retour en stock. Donc, si vous cherchez un super bon jeu de cartes, c'est celui-là qu'il faut avoir. Bah oui, regardez, il y a les décorations il y a tout, à droite, il y a les décorations de la boutique à gauche, cartes, le top 5, la recommandation d'Alice. Voilà. Mon Dieu. N'oubliez pas. Mais qu'est-ce que c'est ci ? La première extension française de Everdell, Pearlbrook. J'espère que je l'ai bien dit. Alors, Pearlbrook, ça va vous rajouter un nouveau plateau, parce que celui d'Everdell n'était pas encore assez grand, n'est-ce pas, les gens qui ont une table de taille normale. On va rajouter la rivière, voilà, nos petites créatures de la forêt ont poussé l'exploration et sont tombés sur une immense rivière. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert au fond de cette rivière ? Un peuple mystérieux qui habite là-dedans. Alors, ce peuple mystérieux, il a une nouvelle ressource qui va apporter au jeu, qui sont les petites perles ici. Alors après, très classiquement, c'est-à-dire que ça va rajouter aussi des nouveaux objectifs, de plateaux, de cartes, voilà. D'accord. Mais du coup, ça va surtout être cette mécanique-là qui va être hyper intéressante. Maintenant, en plus de vos petits bonhommes classiques, vous allez avoir chacun
un ambassadeur grenouille que vous allez pouvoir envoyer et faire du marchandage avec ces nouveaux habitants un peu chelous. Vous voyez, un petit axolote là, c'est trop mignon. Alors, ce qui va vraiment changer, c'est la ressource perle. Donc comme je vous ai dit, maintenant vous allez avoir un nouvel emplacement ici, principalement, mais aussi ici. Et c'est des emplacements spéciaux pour les grenouilles. Vous allez le voir, c'est pas les petites patounes qu'on voit d'habitude ici, c'est des petites des palmes. Voilà, ok, des petites mains palmées. Voilà, merci. Du coup, pareil, hein, premier arrivé, premier servi, vous pouvez récupérer une perle. Après, il y a des conditions, vous devez payer 2 ressources et je crois défausser 2 cartes pour pouvoir gagner une perle. Okay. Les perles, c'est ce qui va vous permettre de construire des nouveaux objectifs, des nouveaux bâtiments et remplir les nouveaux objectifs. Okay. Vous allez aussi avoir des cartes ici que vous aurez placées au hasard et qui normalement sont face cachée à la mise en place, et sur chacune des cartes, il y aura aussi une petite perle posée dessus. D'accord. Pareil, premier arrivé, premier servi, mais avec des conditions. Ici, vous voyez, vous pourrez poser votre ambassadeur grenouille si vous avez minimum 3 bâtiments dans votre ville, type petite pousse verte. Ok. Vous placez votre monsieur dessus et là vous avez le droit de retourner la carte face visible et récupérer la petite perle qui était dessus. Ok. Voilà. Et les cartes ici vont avoir des conditions, par exemple révéler et défausser une carte violette de votre main pour gagner un point de victoire et une perle, par exemple. Il y en a plein d'autres. Du coup vous pouvez soit remplir cette condition tout de suite, tant mieux, soit vous pouvez pas, et à la saison prochaine, pareil, hein, tout le monde récupère tout, donc même ses ambassadeurs grenouilles, et du coup, soit le même joueur reviendra avec la nouvelle, en remplissant la condition, soit quelqu'un va lui prendre la place et va venir faire la condition. D'accord. Pareil, les autres vont pouvoir se placer, en gros, si vous vous replacez là, pardon, ça j'ai oublié de le dire, vous regagnerez pas une perle, hein, c'était premier arrivé, premier servi. Voilà, et après vous allez explorer ça. C'est à peu près tout ce qu'il y a de nouveau, hein, comme je vous ai dit, à part les petits bâtiments, les objectifs ici. C'est tout, mais c'est déjà pas mal, hein, un grand plateau en plus. Everdell, c'est un jeu déjà très complet. Voilà, hein, au cas où il vous manquait quelque chose. Bon, après c'est très mignon, je trouve, l'univers aquatique. C'est vrai que ça pouvait manquer, hein, si quelque chose manque à Everdell. Donc voilà, j'en suis très contente de cette extension, elle est magnifique. Et je crois que normalement avec, il y a aussi un petit calepin de pointage pour compter les points, encore plus clair que celui d'avant. Et ben c'est bonus, mais ça fait plaisir. Voilà. Super. Je garde encore un peu l'antenne. On a oublié la semaine dernière, Jeff était très déçu de nous parler. Oh mince. La nouvelle extension de Concordia. Ok, mais évidemment. Voilà, Concordia Salsa. Alors, non. Salsa, ça va principalement rajouter le sel, qui est une nouvelle marchandise. D'accord, voilà. C'est pour ça. Exactement. Le sel, les tuiles forum, qui sont en fait des nouveaux lieux où ça va apporter des nouvelles mécaniques. Et enfin, 2 nouveaux plateaux qui sont Byzance et le bassin ibérique, c'est ça ? Je sais pas, je te fais confiance. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout, hein, mais elle est déjà assez grande. Bon, de toute façon, il y a des plateaux dedans, donc c'est normal qu'elle soit grande. Ok, voilà, extension pour l'excellent Concordia. Exactement, on a réparé notre faute, Jeff. Pardonne-nous. Maintenant, je vous laisse pour de vrai. Ça marche. Bye. Ciao Alice. Bienvenue dans Monastérium. Mais quelle mise en scène incroyable. Je suis bloqué. Monastérium, un super jeu. Pourquoi il est super? Parce qu'il est moche. Et oui, vous savez que j'adore les jeux moches. La théorie Alex. J'adore. Ouais, j'adore. Quand il y a faites ce que vous voulez. Hein. Comme ça là, à la Carcassonne, à la Agricola, c'est moche, mais ça sent le bon jeu à l'allemande. Alors justement, c'est un jeu de. Alors attendez, je vous le dise. Harvey Die Führer. Bon, je ne parle pas très bien l'allemand, mais là, on va arriver sur du gros jeu, un peu costaud et avec une sensation un petit peu de roll and write. Ok. Ce qui va se passer ici, on va retrouver aussi un peu une saveur des tavernes de la vallée profonde, pour ceux qui connaissent. C'est un jeu qui est aussi très moche mais qui est excellent. C'est vrai. Ici vous allez avoir dans le matériel un petit plateau joueur essentiellement. Je vous ai montré aussi le dos de la boîte là parce que j'y reviendrai pour vous montrer le plateau qui est assez fat. C'est vrai qu'il est grand. Là, le plateau joueur, il est composé de 2 parties. Vous avez ici vos novices qui sont placés sur ces cases-là. Et c'est là où il y aura ce côté un petit peu engine building, ce côté un peu roll and write en fait, où là on va pas cocher, mais on va enlever des novices qui vont libérer des actions. D'accord. J'y reviendrai. Vous allez avoir ici le petit plateau où on va construire des vitraux, évidemment. Ici, on va avoir des petites cartes d'objectifs qu'on va pouvoir réaliser pour marquer un maximum de points de victoire. Ok. Et chacun des joueurs va se munir de dés. Donc on va avoir au début de la partie un dé de sa couleur, mais on va pouvoir en débloquer d'autres pendant la partie. Et on va avoir un certain nombre de dés blancs. En général, c'est 3 si on est à 3 joueurs, et 5 si on est à 2 joueurs, et 4 si on est à 4 joueurs. Donc ça, c'est du détail.
Et vous allez avoir, alors là je te fais plutôt un zoom ici sur le plateau, un grand plateau personnel avec le nombre de manches indiqué ici, il y en aura en tout 3. Ici les joueurs vont avoir en plus un pion qui va démarrer au tout début du chemin ici, qui est un messager, donc on voit un petit cheval avec une charrue ici. Et vous allez avoir dans différents recoins de la carte, différents monastères. Les monastères étant divisés en différentes catégories. Au centre, vous avez ce qu'on appelle le cloître. Autour, vous avez des bâtiments qui vous servent entre autres à récupérer des ressources, qui vous servent à construire des vitraux. Et vous allez voir ici une chapelle. L'idée ici, c'est quoi? C'est qu'à votre tour, vous allez avoir une première partie qui est un peu le côté draft de dés. En fait, chaque joueur va lancer ses dés. Donc vous avez, je rappelle, un dé et ici on va en avoir 3. Hop. Chaque joueur va lancer ses dés. Et quand je lance mes dés, je vais choisir une valeur indiquée. Donc là, par exemple, je peux prendre les 5. Et je vais les placer dans l'emplacement indiqué ici du plateau. Chaque emplacement avec sa valeur de dés indique une action potentielle que je pourrais faire. D'accord. Chaque joueur va faire ça. Une fois revenu mon tour, il me reste des dés. Je les relance. Je choisis une valeur, je vais dire le 2 par exemple, et je vais le mettre dans la catégorie 2, etc. Jusqu'à ce que tous les dés soient passés. Une fois qu'on a fait ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va récupérer les dés, et des valeurs de 1 à 5, quand on récupère des dés, on peut en récupérer jusqu'à 3. Je parle pas du 6 ici, je sais pas si tu peux faire un zoom dessus, parce qu'en fait le 6, quand vous prenez un dé ici, on le voit, l'iconographie est super bien faite, le maximum que vous pouvez prendre, puisque c'est une action avec joker, le points, c'est encore mieux. Oui. Ça veut bien. Le maximum de dés que vous pouvez prendre ici dans le 6, c'est un seul. Vous pouvez pas en prendre plus. Mais dans les autres catégories, c'est jusqu'à 3. Il faut aussi savoir que quand il y a un dé de votre couleur, avant de prendre n'importe quel autre dé, vous ne pouvez jamais prendre un dé d'une couleur adverse, vous êtes obligé de prendre le vôtre, puis ensuite vous pouvez prendre un autre dé blanc si vous le souhaitez. Quand je récupère des dés, je vais faire autant de fois l'action qu'indiquée par la valeur du dé. C'est rappelé aussi ici sur votre petit plateau personnel, qui est très très bien fichu. Ici vous avez la valeur 1 qui indique le placement des novices, ça c'est une des actions les plus importantes. Vous avez le 2 pour avoir du chaudron, c'est une des 3 ressources principales. Vous avez aussi du prestige ici, ou de l'influence, je crois que c'est du prestige. Ici c'est ce qu'ils appellent les rosaires, c'est des chapelets en fait. Et vous allez avoir ici le déplacement de votre messager. Pour placer les novices, c'est notamment l'action de valeur 1, donc quand je prends un dé de valeur 1, et je vais le faire autant de fois que j'ai de dés, donc si je prends 3 D1, je peux déplacer 3 novices. Le novice, je le prends n'importe où sur mon plateau, et c'est là où il y a ce côté engine building, c'est qu'en fait, je vais le prendre n'importe où, et en faisant ça, je libère une action qui est dans une colonne précise. C'est-à-dire que là, maintenant, quand j'aurai, si je libérais cette action-là, par exemple, quand je prendrai le 2, je pourrais soit prendre un chaudron, soit à la place, faire cette action-là. Et donc vous voyez qu'il y a une multitude d'actions disponibles. Donc plus je place de novices, plus j'ai d'actions possibles, plus je vais pouvoir en fait maximiser mes points de victoire. Énormément de possibilités. Ouais, il y a énormément de possibilités, en sachant que ça a un coût, effectivement. Et il y a des petites contraintes de placement. Pourquoi? Parce qu'un novice en fait va se placer dans différentes zones, comme je disais, du monastère, la chapelle, le cloître ou les bâtiments. C'est marqué en fonction des lignes de là où vous le prenez. Ici à gauche, vous devez payer 2 ressources de votre choix et 1 d'influence pour le placer, on le voit en contour ici vert, dans les bâtiments. Donc lui il va forcément se placer dans les bâtiments. Pareil pour ici, mais il coûtera une ressource de plus. Ici, vous devrez payer pour le premier 1 d'influence, puis 2, puis 3 pour tous les prochains. Mais il se passera dans la chapelle. Et ici, vous dépensez un rosaire, 2 rosaires ou 3, à partir du moment où c'est le premier, le deuxième ou le troisième que vous placez, mais il se place dans les cloîtres. L'intérêt de les placer dans les actions, je ne vais pas trop en parler parce que sinon ça va être un peu trop long, mais l'idée de les placer ici, c'est que vous avez une contrainte, c'est votre messager. Messager, il faut le déplacer, pourquoi? Parce que lui, il vous indique sur le plateau quels sont les monastères qui sont adjacents. Et donc du coup, lui, il ne peut déposer des novices que s'il est adjacent à des bâtiments qui sont reliés par des chemins. À partir du moment où vous aurez placé au moins un novice dans un monastère, vous pourrez très bien oublier cette condition parce que vous aurez déjà un novice qui accueille dans le monastère, mais le premier, il doit toujours respecter le chaînage, on va dire, et le déplacement du messager. On va continuer comme ça jusqu'à se débloquer plusieurs actions. Je vais me centraliser un petit peu ici par rapport au plateau parce qu'en fait vous allez pouvoir récupérer, notamment quand vous allez placer dans les chapelles, récupérer entre autres des vitraux, et les vitraux ils ont de différentes couleurs en fonction des bâtiments dans lesquels vous les placez. Donc parfois il faut aller chercher les couleurs différentes plus loin avec votre messager et avec les novices que vous irez placer, en essayant de placer ici vos différentes tuiles. L'idée étant, quand vous les placez, de récupérer au choix les ressources qui sont indiquées sur les différents croisements de là où vous placez votre tuile. On les place toujours de gauche à droite évidemment. Et en plus de ça, quand on complète des lignes, vous voyez qu'on peut gagner des points de victoire ici aussi. Donc c'est important en fait de à la fois les placer pour gagner les ressources, mais aussi pour gagner les points de victoire. Les objectifs, c'est très malin. Il y a un côté un petit peu à la Welcome to your Perfect Home, dans le côté roll and ride comme je disais.
Ici, en fait, vous marquez beaucoup plus de points si vous réalisez les objectifs à la première manche plutôt qu'à la deuxième, plutôt qu'à la cinquième. D'accord. À l'inverse de Welcome, c'est que là, si un joueur le fait au premier tour, vous pouvez quand même le faire au premier tour, ça enlève pas le nombre de points. Ok. Sauf que là, la condition, c'est que vous devez en fait avoir placé au préalable dans les différentes catégories, ici, les novices dans la chapelle, ici dans le cloître et ici dans le cloître aussi. Donc il faut respecter à chaque fois les conditions d'objectif pour marquer les points de victoire. À la fin de la partie, donc à la fin des 3 manches, vous allez avoir une soupe de points de victoire incalculable qui est répertoriée ici. Vous avez 1 point par ressource, donc plus la ressource est rare, plus ça rapporte 2 points. Et enfin ici, le calcul avec les majorités en fonction des différents monastères. Il y a des points à grappiller partout. Exactement. Si vous n'avez pas fait un bac S, vous ne pourrez pas comprendre cette fiche-là. Non, je plaisante. Voilà pour Monasterium, j'espère que du coup j'ai été assez clair. Ne vous inquiétez pas, je vous entends râler en disant ouais mais c'est encore un jeu de chance. On a quand même le droit à une petite relance une fois par manche. Voilà. Ok. Bon, je sais pas si ça va vous il y a l'air quand même d'y avoir beaucoup de choix qui à mon avis peuvent contrer d'une manière ou d'une autre le hasard des dés. C'est assez costaud, mais c'est un jeu à l'allemande. Oui, il va falloir une grande table. Pas moins. Exactement. Donc ça c'était pour Monasterium. Super. On va continuer par ici, on va faire une petite pause de jeu de société pour s'intéresser maintenant au jeu de rôle et vous allez rejoindre maintenant Antoine par ici. Excellente idée. Et me voici de l'autre côté de la caméra pour le point jeu de rôle et livre dont vous êtes le héros. On commence avec ce nouveau volume de la gamme Ma Première Aventure. La gamme Ma Première Aventure, c'est une gamme qu'on apprécie énormément à la boutique. C'est une gamme donc de livres dont vous êtes le héros pour jouer avec les enfants à partir de 3-4 ans, ça dépend des volumes. Donc ce nouveau volume s'appelle La Reine de Champfleury, donc apparemment ça parle d'abeilles. Oui. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait parce que c'est très bien fait. Vous voyez, ce sont des volets comme ceci. Suivant les décisions que l'on va prendre, parce qu'évidemment le livre va nous raconter une histoire et on va pouvoir prendre des décisions, c'est tout le principe d'un livre dont vous êtes le héros, on va aller chercher tel ou tel volet pour aller voir la suite de l'histoire. Ouais. Et ce qui est très bien pensé, ça on le retrouve dans beaucoup de livres de cette gamme, ce sont des petites roues comme ceci qui vont permettre de comptabiliser différents éléments mais qui vont nous servir pour l'histoire forcément. Oui. Donc voilà, je vous invite à regarder les autres volumes parce que vraiment c'est une super série qui a beaucoup de succès. Oui. Et celui-ci, c'est le nouveau, il est disponible à la boutique, il vous attend. Hop. Deuxième nouveauté. Wow. Pour Aventure en Terre du Milieu, donc c'est le guide de Rovagnon. Alors d'abord, qu'est-ce qu'Aventure en Terre du Milieu? Ça fait un petit moment que j'en avais pas parlé. Eh bien c'est pour jouer au jeu de rôle Le Seigneur des Anneaux, du moins l'univers du Seigneur des Anneaux, mais avec les règles de la 5e édition de Donjons et Dragons. Alors vous allez me dire, mais oui, mais avec Donjons et Dragons, on peut déjà jouer dans les univers qu'on veut. C'est vrai. Et là, il y a tout un tas de suppléments, de règles bien précises et puis surtout des précisions sur l'univers du Seigneur des Anneaux parce que c'est un univers qui est très complet, vous le savez bien. Donc, ce nouveau volume-là, il vous propose à nouveau des compléments d'univers, mais également des règles supplémentaires pour vos personnages, pour les pousser un petit peu plus loin, les possibilités de personnalisation de votre personnage. Clac, c'est le guide de Rovagnon, ça vous attend également à la boutique. Et pour terminer ces nouveautés jeux de rôle, hop là, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est la nouvelle édition de Shadowrun, la 6e édition donc. Alors qu'est-ce que Shadowrun? Alors les anciens rôlistes connaissent très bien Shadowrun, et puis les nouveaux rôlistes vont pouvoir connaître. Alors de quoi ça s'agit précisément? Eh bien ça se passe dans un futur lointain, un futur très inspiré des romans et des jeux de rôle cyberpunk, donc avec la technologie très avancée, des entreprises qui ont pris le pouvoir sur les nations, mais surtout dans Shadowrun, il y a de la magie. Donc on est dans le futur, il y a des ordinateurs, de la réalité augmentée, etc. Okay. Mais il y a eu la goblinisation, il y a eu l'éveil qui est arrivé, il y a des gens qui se sont transformés en gobelins, en elfes, il y a la magie qui est arrivée, donc il y a des sorciers, des magiciens, des druides, des chamans, etc. Et tout ça dans un univers ultra complet. Donc vous allez pouvoir incarner le personnage de vos rêves. Vous pouvez jouer un hacker gobelin ou vous pouvez jouer un elfe samouraï des rues qui conduit sa moto, il n'y a pas de problème, il y a de la place pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a dans cette nouvelle édition? Eh bien on a forcément le livre de base qui est plus léger que la 4e et 5e édition pour ceux qui avaient connu les éditions précédentes. Là c'est plus light, ça a été mis un petit peu au goût du jour. C'est vrai qu'en ce moment il y a de plus en plus de personnes qui découvrent le jeu de rôle et les éditeurs pensent à eux en faisant des volumes assez épurés. Et puis après derrière il y aura toujours la possibilité d'aller chercher des règles supplémentaires avec des petits suppléments. Qu'est-ce que ça donne en petite illustration? Juste tu peux nous le feuilleter? Ah mais oui c'est vrai, je le montre d'habitude et là je ne l'ai pas fait. Hop
là. Parce que la couverture claque. C'est vrai que la couverture claque Et pas mal. franchement, Mais les l'univers illustrations, de Shadowrun claque de manière générale. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations au final, j'ai l'impression, dans le livre. Je n'ai pas eu le temps de le feuilleter comme d'habitude parce que je suis arrivé au dernier moment pour la vidéo. Mais bon, je connais très bien Shadowrun et je peux vous dire que ça sent très très bon. Ça reste assez épuré, même si vous voyez qu'il y a beaucoup de texte. La lisibilité me semble être au rendez-vous et c'est aussi important quand même pour ce genre de volume. C'est pas trop épais mais il y a de la page. Oui quand même, c'est un bon livre de base quoi. Donc je disais, il y a le livre de base évidemment, mais il ne vient jamais seul le livre de base. Non. On a l'écran du MJ, indispensable gadget, qui n'est pas un gadget en fait au final. Non. Et puis les dossiers de personnages qui sont eux aussi très complets. Alors les dossiers de personnages c'est pour les joueurs, pour aller noter toutes les spécificités de votre personnage, que ça soit son background, donc son histoire personnelle, ou des éléments de jeu chiffrés. Hop, vous avez la place pour tout ça. Très pratique ça. Voilà, Shadowrun 6ème édition qui est à la boutique. Ça fait très très plaisir de retrouver un mastodonte du jeu de rôle à la boutique. Ouais. C'est tout pour les nouveautés. Parfait. Je repasse de l'autre côté, à de suite. Et nous voici de retour pour ce marathon. Et, Alex, que de surprises dans cette vidéo. De retour pour les nouveautés ludiques. On a de retour en stock l'extension. Alors c'est pas encore Agora, je sais, mais calmez-vous. On veut Agora. Maintenant c'est Salamanders Duel Panthéon. Bon, c'est déjà pas mal. Stock. Commencez par Panthéon avant d'aller sur Agora. C'est ok, vrai. Agora est très cool, mais on a le retour en stock de Panthéon. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez y aller. Il est de retour en stock à la boutique. On change complètement d'univers parce que là, c'est les flammes d'Alderstein. Les flammes d'Alderstein, qu'est-ce que c'est? Affaire numéro 1. Donc on suppose qu'il y aura une affaire numéro 2. C'est excellent. C'est comme une sorte de box que vous aurez reçu chez vous. Dans lequel il y aurait différents éléments d'un dossier criminel en fait. C'est comme une sorte d'escape game mais pas vraiment parce que là vous n'avez pas essayé de vous sortir d'une salle. Vous avez essayé de recoller les morceaux d'une enquête que vous avez reçue en fait. Il y a un dossier, alors là c'est génial, ils l'ont mis sur un tableau de liège. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Ça s'y prête très bien. Ouais, si vous le faites chez vous, franchement foncez, si vous avez un tableau de liège c'est génial. Mais sinon après par terre, comme un vrai enquêteur, vous reliez les indices. Alors là ils l'ont fait avec du fil rouge, ça donne super envie. Mais vraiment, c'est comme une sorte de box un peu puzzle avec différents éléments. Vous essayez de recoller les morceaux, de comprendre ce qui s'est passé dans le meurtre de tel machin et comment la voiture était à la gare à 14h05 alors que le suspect que j'avais il n'était pas à la gare, il y était vers 16h07. Enfin, vraiment une grosse enquête très immersive. Grosse enquête parce qu'il y en a quand même, je pense, pour bien 2 heures. Ok. À moins que vous soyez un très bon Sherlock. Mais foncez franchement pour les flammes d'Alderstein parce que je pense que en termes d'explication, je peux pas rentrer plus dans le détail, déjà parce que j'y ai pas joué, mais que les retours sont très très bons. Vous avez une vidéo d'ailleurs de Ori Games qui vous présente un petit peu le jeu, comment ça se passe. Et franchement, vous pouvez y aller. Hein. Je pense que justement, comme ça peut jouer de 1 à 5, n'hésitez pas à avoir peut-être besoin d'un peu d'aide, parce qu'à mon avis, les informations sont pas aussi évidente que sur d'autres jeux comme Unlock par exemple ou comme Exit qui est plus dans une réflexion mathématique. On est moins tenu par la main effectivement. Ouais, là on est vraiment plus dans un univers un peu détective. Si vous avez déjà joué à Détective saison 1 ou le classique, là vous êtes dans un univers comme ça, plutôt contemporain avec des éléments assez fidèles on va dire à l'époque d'aujourd'hui. Oui, assez réaliste. Voilà, vraiment des vrais documents qui peuvent vous faire croire que c'est une réelle facture d'électricité que vous avez devant vous. Génial. Donc foncez sur les femmes d'Adlerstein, je vais dire si jamais vous voulez une sorte de escape game, mais pas trop, mais un peu quand même. On garde un petit peu ce côté enquête avec une murder party qui s'appelle Crime Express. Ça c'est très bien les murder party. C'est une murder party donc pour 6 à 7 joueurs où justement l'avantage c'est que le maître du jeu va pouvoir jouer également. Comme dans beaucoup de murder party, vous allez recevoir une fiche de personnage qui vous indique différentes caractéristiques, comment le jouer un petit peu en manière roleplay, et c'est vraiment le principe de toute murder party, avec différents indices qui vont se révéler au fur et à mesure de la partie. Un côté un peu Cluedo vivant. Donc si vous cherchez une murder party, parce que c'est un peu plus en vogue en ce moment, même si avec le confinement on essaye de pas trop se retrouver, bref, si vous cherchez une murder party bien foutue, vous pouvez foncer sur Crime Express parce que c'est disponible à la boutique. Yes. Je crois qu'on va vous retrouver derrière le comptoir. Mais oui, nous y sommes. Nous allons aller par là parce que malheureusement il n'y a rien pour les enfants. Si ce n'est que, à la cour de récré, vous avez peut-être vu ça. Pop-It, Go Pop. Il est de retour en stock aussi avec un nouveau nom. Go Pop, en fait, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est un peu le jeu des allumettes, en plus d'être un anti-stress, parce que ça fait vraiment penser au papier bulle. Et ça, les enfants, ils adorent, et les parents aussi. Vous allez avoir un peu le principe du jeu de l'allumette, si vous connaissez, où il y avait des allumettes au centre de la table, et en fait, chacun notre tour, on choisissait 1 à 3 allumettes qu'on pouvait récupérer. Si vous prenez la dernière allumette, vous perdez. Et bien là, c'est pareil. Dans Pop-It, vous choisissez dans différentes lignes. Alors, je sais pas si voilà, on le voit mieux ici. Ouais, là, on voit très bien. On voit ici, en fait, dans les différentes lignes, vous avez différentes bulles. À votre tour, en fait, vous pouvez choisir une ligne et popper autant de bulles que vous le souhaitez.
Et l'idée c'est qu'on va se faire comme ça une sorte de ping-pong, et si jamais vous êtes le dernier à popper, et ben c'est perdu. Tu popes, tu perds. Voilà, c'est hyper efficace, il y a vraiment ce côté papier bulle qui est vraiment hyper addictif. Ce qui est génial, c'est que quand vous jouez, vous popez, et après vous vous dites, bah ouais, mais si j'ai envie de refaire une partie, je suis obligé de tout remettre en place, bah non, je retourne. Voilà, le côté hyper addictif. Tout simplement. C'est génial, c'est hyper efficace, ça pour cet été, ça va cartonner. Ouais, bah l'été dernier ça avait eu du succès, on est content de le voir à nouveau. On a fait le paquet là-dessus. Autre chose d'hyper intéressant qui se passe aussi dans les cours de récré, c'est le Pokémon. On a eu un nouveau coffret, Galopa de Galar. Alors moi j'ai acheté trop beau. Monsieur Glaquette de Galar. Ah oui, il était très bien Monsieur Glaquette. Il a beaucoup de style. Je suis désolé, ce Galopa arc-en-ciel est vraiment super. Il est très joli aussi. Voilà, donc vous avez ce coffret là qui est de nouveau disponible. Je sais que là en ce moment c'est un peu la folie pour essayer de choper du Pokémon. Ouais. On a réussi à avoir 20 boîtes de ça. Maintenant on en a vendu une dizaine. Ce sont des tin box de Galar également. C'est des tin box de Galar aussi. Ok. Voilà, des mini tins de Galar, exactement. Donc ça c'était pour le Pokémon. Là je vais m'adresser aux figurineurs, je sais pas comment on dit, figurinistes. Tout à fait. Avec des toutes petites boîtes qui sont arrivées. Alors il me semblait qu'on en avait parlé dans la vidéo précédente, mais j'ai un oubli. Je crois pas qu'on ait sorti ces légions-là. Mais en tout cas, voilà, je vous les montre. Les deux dernières nouveautés en légion, c'est ces deux gros vaisseaux. Il y en a un pour les rebelles et un pour l'Empire. Transport de patrouille en bas et le camion speeder en haut. Exactement, voilà. Et c'était tout pour les nouveautés. Voilà, donc j'espère que ça n'a pas été trop long, que vous avez réussi à suivre. Vidéo bien chargée. Ouais, plutôt chargée, en sachant que à la fin de cette vidéo là, juste tout de suite après, vous allez me revoir, vous présenter un jeu qui va bientôt arriver. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation de Loading. Et voici Loading. Donc Loading, c'est un jeu qui va arriver courant du mois. Vous allez avoir un jeu ici qui est pour 2 à 7 joueurs à partir de 7 ans. Et j'ai complètement oublié l'auteur, voilà, il est ici. C'est un jeu de Marc Paquian. C'est l'illustration de Kevin Decastro. Loading, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un jeu qui va bien cartonner cet été parce que c'est hyper dynamique. Il y a un petit côté, je ne saurais pas dire pourquoi, de 6 qui prend quelque part. C'est un jeu où vous allez jouer des cartes devant vous, dans un paquet ici, et les cartes devront toujours placer de manière croissante. Ce qui va se passer ici, c'est que si je prends une configuration ici de 4 joueurs, chacun va commencer ici avec des cartes qu'on appelle des cartes de boost. Retenez bien cette icône ici parce qu'en fait, ça c'est comme ça qu'on marque les points de victoire. Ça c'est un point, donc ici vous en avez 3. Ici vous avez des cartes aussi de fin de partie qu'on va récupérer. Et ce qui va se passer ici dans Loading, c'est que dès le top départ, chacun des joueurs va avoir un paquet sauf un. Le joueur qui n'a pas de paquet, il va tendre toujours sa main au centre de la table, et ce pendant toute la durée de la partie. Un joueur qui n'a pas de paquet va toujours poser sa main au centre de la table pour attendre le paquet. Sur le top départ, simultanément, on joue vraiment tous en même temps, vous allez consulter vos cartes, vous allez pouvoir jouer une carte devant vous. Donc là par exemple, je joue ça. Et dès que j'ai joué une carte, je vais donner le paquet au joueur qui attend, il va le récupérer, et moi de nouveau je vais attendre qu'on me donne un paquet. Évidemment. Le joueur va jouer une carte, mettons celle-ci, hop, moi je récupère son paquet, et de nouveau je vais balayer les cartes et en jouer une autre. À son tour de jeu, du coup, pas vraiment de tour, mais dans l'idée, quand vous jouez une carte, vous avez deux possibilités. Lorsque je joue une carte, comme je disais, il faut qu'elle soit supérieure à la précédente, mais ce que je peux faire, c'est que si elle est strictement supérieure de 1, je peux la jouer chez un adversaire. L'intérêt de faire ça, c'est que du coup, en jouant une carte, par exemple ici, si je jouais le 28, je récupère sa carte de boost, et du coup elle me fera 3 points à la fin de la partie. Quand mon paquet ne m'intéresse plus, je peux aussi décider, plutôt que de jouer une carte, de la jouer chez un adversaire, de virer le paquet sur le côté, et de récupérer la première carte qui est au centre de la table. Dès que toutes les cartes ici auront été prises, la fin de la partie s'enclenche, et du coup ensuite vous comptez les points. Les points, comme je le disais, ce sont les petits carrés que vous avez ici. Donc si au fur et à mesure de la partie, j'ai joué un certain nombre de cartes comme ceci, voilà, je vous le présente là. Vous aurez différents points. Donc là j'en ai 2, là j'en ai 1, là j'en ai 1. Je fais le total de tout ça. Et celui qui a le plus de points à la fin de la partie l'emporte. Pendant que j'ai parlé, vous avez dû voir des vidéos, ou du moins je vous l'insérerai peut-être maintenant, des vidéos où justement on a joué à 4 et on a trouvé ça hyper dynamique, hyper fun. Très sympa. Au début, quand on lit les règles, on a un peu mal à comprendre, mais c'est souvent le cas quand on doit jouer en simultané, parce que du coup c'est pas pendant le jeu que vous allez poser des questions. Mais par contre on a trouvé ça très facile à prendre en main une fois qu'on s'est mis dedans en fait. Et je pense que c'est un jeu qui peut bien cartonner cet été, parce que comme je disais, ça fait penser un peu aussi ce qu'il prend. Il y a un côté rapide aussi qui me fait penser au ligretto. Si vous ne connaissez pas le ligretto, mais vous connaissez le skibo par exemple, bah, le ligretto c'est un skibo dynamique. Et ça c'est franchement efficace. Donc voilà, ça va arriver courant du mois, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine encore d'après. Mais voilà, intéressez-vous à Loading, regardez peut-être des vidéos qui sont déjà disponibles sur le net. Moi, je vais vous quitter là-dessus. On a un petit message pour les Bordelais avant. Oui, bien sûr, oula, merci de me le faire penser. Samedi, donc ce samedi-là en fait qui arrive,
il y a au jardin public la fête du jeu. Donc du coup, de 14h à 19h, vous pouvez aller au jardin public et vous allez avoir plein de stands avec plein de possibilités de jeux de société. Ça c'est génial. Ça c'est la fête du jeu et ça c'est un message adressé aux Bordelais, mais il y a sûrement ça dans d'autres villes en France. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur Loading, j'espère que ça vous a donné envie, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter surtout. Dites-nous s'il y a des trucs qui ne vont pas, si le son était pourri, si le montage était naze. Ou si c'était super. Ou si c'était super, ça j'aime beaucoup aussi. Mais en général, j'aime bien quand vous êtes un peu tatillon comme ça, là, vous mettez des petits pics, ça j'aime beaucoup. Moi d'ici là, je vais vous laisser, et puis à bientôt. GG des cartes Bordeaux.